En Floride, le 26 août 1990, il est 16 h. Dans la jolie cité universitaire de Gainesville, l'officier de police Ray Barber est alerté par des parents affolés. Ils sont sans nouvelles de leur fille de 17 ans, Christina Powell. Détail inquiétant, sa colocataire, Sonia Larson, 17 ans, est également injoignable. L'officier Barber file à leur appartement pour une vérification. Il est immédiatement assailli par une odeur âcre, un parfum de mort. Christina Powell et Sonia Larson gisent dénudées. La scène est cauchemardesque. Les deux jeunes femmes ont été atrocement mutilées. Qui a pu commettre une telle barbarie? En l'espace de 2 semaines à peine, 5 étudiantes sont violées, mutilées et assassinées. La terreur s'empare de la ville. Des milliers de personnes quittent le campus. L'affaire Danny Rolling, l'éventreur de Gainesville, emporte définitivement avec elle la réputation d'une ville de Floride où il faisait bon vivre. Stéphane Bourgoin, le spécialiste des grands criminels, les a rencontrés aux 4 coins de la planète. Ils nous racontent leur histoire. L'affaire Danny Rolling, l'éventreur de Gainesville, commence par un double crime. Le sergent Barber, le premier sur les lieux, demande aussitôt du renfort. Plus d'une vingtaine de policiers du Gainesville Police Department et du bureau du shérif d'Alachua le rejoignent sur place. Parmi eux, Gail Barber, sa femme. À minuit passé, Gail quitte la scène de crime. Elle doit retourner au bureau du shérif, car elle est de permanence. Elle retrouvera son mari plus tard. L'affaire va les occuper un bout de temps, c'est sûr. Lorsqu'elle arrive au commissariat, elle s'aperçoit que la jeune employée des archives, Krista Leigh Hoyt, 18 ans, n'est pas à son poste. La policière s'inquiète. Elle l'appelle au téléphone. Aucune réponse. Gail Barber est affectée par la tension qui règne cette nuit de crime. Il est 1 h du matin. Elle part chez Krista, vérifier que tout va bien. Elle frappe à la porte. Rien. Pourtant, la voiture de Krista est là sur le parking. Par une fenêtre de l'appartement, elle aperçoit un corps nu, assis sur le coin du lit. Il s'agit d'une silhouette de femme. Gail allume sa lampe torche et distingue une flaque de sang à ses pieds. Mais surtout, le cadavre n'a pas de tête. Le tueur a pris soin de la poser sur le rayonnage de la bibliothèque de la chambre à coucher. Il a aussi tranché les seins de la victime et les a placés sur le lit. C'est une mise en scène horrible, réfléchie. Dès le début, les enquêteurs font le lien entre les 3 meurtres. Le mode opératoire est identique. Le tueur se sert d'un couteau à longue lame et de sparadrap pour ligoter les victimes. Il les mutile. Il cherche systématiquement à choquer. Il crée une mise en scène pour horrifier les enquêteurs. Il part avec des trophées prélevés sur ses victimes, des sous-vêtements ou des bouts de chair. Mais avant de quitter les lieux, il prend soin de laver les corps avec du savon liquide. On est en présence d'un serial killer. Il faut l'attraper avant qu'il ne récidive. Trop tard. Le lendemain, le mardi 27 août 1990, Gainesville se réveille dans une atmosphère de panique. La police découvre un nouveau double meurtre. Cette fois, le tueur que l'on appelle l'éventreur de Gainesville s'en est pris à un jeune couple de 23 ans.
Manuel Taboada et Tracy Ignace Poles. Il n'y a pas eu de mutilation. Pourquoi? Par manque de temps? Manuel était-il trop costaud, du haut de ses 1,90 m et de ses 100 kg? L'enquête de voisinage commence. Elle permet tout de suite d'identifier un ex-locataire connu pour des actes de violence et d'exhibitionnisme. Il se nomme Edward Humphrey. Il possède un couteau qu'il dégaine facilement en cas de bagarre. La police et les médias en font leur suspect numéro 1. Mais l'enquête ne donne rien. Les policiers ne trouvent aucune preuve matérielle qui relie Humphrey aux 5 crimes. Entre-temps, un SDF nommé Danny Harold Rolling attire l'attention d'une patrouille de police. Il est repéré en train d'acheter de la drogue. Rolling s'enfuit à travers bois, mais 2 inspecteurs découvrent son campement de fortune près d'Archer Road, non loin de l'immeuble où Christa Hoyt a été tuée. Sous la tente, il tombe sur un sac rempli de billets de banque. C'est le butin du braquage commis le jour précédent à la First Union National Bank. Les policiers ne savent encore rien de l'homme. Dans la précipitation, ils négligent même tout autre indice qu'ils pourraient trouver. Bientôt, ils s'en mordront les doigts. Danny Rolling a la police à ses trousses. Il s'enfuit à bord d'une voiture volée en direction de Tampa. Il a besoin d'argent et commet plusieurs cambriolages, mais il laisse de nombreux indices, ses empreintes digitales et des cheveux. Trop d'empressement, d'improvisation? Il parvient malgré tout à poursuivre sa route et gagne Ocala. Le 8 septembre 1990, Rolling doit se renflouer. Il décide de braquer un supermarché. Il est armé, mais cette fois, la police le surprend. Il est arrêté et écroué. Rolling est en détention pour braquage. De son côté, l'enquête sur l'éventreur de Gainesville se poursuit. L'homme court toujours. La police de Shreveport, en Louisiane, contacte celle de Gainesville. Les enquêteurs ont remarqué des similitudes entre les assassinats de Gainesville et un triple homicide perpétré à Shreveport en novembre 1989. Ils découvrent également qu'un mandat d'arrêt contre Danny Harold Rolling a été émis en mai 1990 pour une tentative de meurtre sur son père. L'absence de communication entre les services de police est frappante. Elle est d'autant plus grave que la police découvre que le tueur de Shreveport a nettoyé l'une des victimes, une femme, avec du savon liquide avant de la placer dans une posture grotesque. C'est le même mode opératoire que l'éventreur de Gainesville. Rolling est dans le collimateur. Les policiers retournent examiner le contenu de la tente. Cette fois, ils fouillent sérieusement. Comment ont-ils pu négliger cette procédure? Cette fois-ci, ils trouvent des preuves. D'abord un tournevis, copie conforme de celui qui a servi à fracturer les appartements des victimes de Gainesville. Ensuite, un poil pubien appartenant à Christa Hoyt. Enfin, les analyses d'ADN trouvées sur les 3 scènes de crime finissent de confondre Rolling. La cerise sur le gâteau, c'est la cassette audio découverte dans la tente. Sur la bande, ce message glaçant. C'est Danny Harold Rolling. Sous les étoiles cette nuit, je vous abandonne car j'ai du boulot à faire. La presse s'empare de l'affaire. L'histoire a tout d'un thriller à succès. Les meurtres au campus, les rituels sordides, le tueur qui s'adresse directement à nous. Les journalistes creusent la personnalité de l'éventreur pour y débusquer les racines du mal. Son parcours est des plus chaotiques. Rolling naît
et grandit à Shreveport. Enfant, il est battu par son père, un officier de police. Toute la famille passera sous le joug de ce père terrifiant. Il quitte l'école très tôt à cause de problèmes de violence. Sa double dépendance à l'alcool et à la drogue lui vaut un renvoi de l'armée de l'air. Seul signe de stabilité, il se marie. Mais pendant son mariage, il est arrêté pour des faits d'exhibitionnisme. Puis, Rolling passe 8 ans derrière les barreaux pour divers braquages. En mai 1990, c'est l'escalade. Il manque de tuer son père, qui perdra un œil et une oreille lors d'une altercation familiale. Danny s'enfuit. Il quitte la Louisiane pour la Floride et continue sa vie de délinquant, braquage, cambriolage, jusqu'à ce jour d'août 1990 où sa violence explose pour devenir un serial killer. Danny Rolling est sous les verrous. Il attend son procès. Il tente de se suicider. Puis il est transféré à Florida State Prison où il passe son temps à peindre et à écrire. Il entame une correspondance enflammée avec Sandra London, l'ex-petite amie du serial killer Gérard Schaeffer. Elle est éditrice de textes de tueurs en série. Il tombe amoureux d'elle. Il le proclamera haut et fort lors du procès. Ensemble, ils écrivent « The Making of a Serial Killer », une autobiographie de Danny Rolling illustrée par ses propres dessins. C'est la célébrité, l'amour. Rolling oublie-t-il qu'il a tué 5 victimes dans d'atroces conditions? Le procès lui rappellera tous les détails. Le 31 janvier 1993, Danny Rolling reconnaît être l'auteur des meurtres de Gainesville et de Shreveport. Mais là encore, il utilise une mise en scène tordue. L'aveu est indirect, porté par son codétenu Bobby Lewis. La litanie des confessions délivre les pires détails. Rolling sait que l'envie de tuer a grandi en lui depuis son premier séjour en prison dans les années 80. Son père, violent et immonde, est le responsable de sa perdition criminelle. Mais le tueur affabule. Est-ce pour se défausser? Veut-il se faire passer pour un schizophrène? Il affirme que c'est son double maléfique, Gemini, qui a commis les meurtres. Or, Gemini n'est autre que le nom du serial killer fictif du film L'Exorciste 3. Rolling l'a regardé avant de tuer ses 5 victimes de Gainesville. Danny Rolling, l'éventreur de Gainesville, est condamné à la peine capitale le 20 avril 1994. Le 25 octobre 2006, après 12 ans dans les couloirs de la mort, c'est le jour J, celui de l'exécution. Les familles sont présentes, là, derrière la vitre. Il n'a aucun mot pour elles, aucun remords pour les victimes. Avant de mourir, il griffonne sur un papier quelques mots. C'est un nouvel aveu, l'ultime aveu, celui du triple meurtre de la famille Grissom à Shreveport.